Bonjour à tous, merci infiniment d'être avec nous pour ce numéro, cet entretien exclusif concernant l'abrogation du Code noir français en France. Merci de nous recevoir chez vous. Et je reçois pour vous pour en discuter sur cette thématique très importante, professeur Pinipini. Vous êtes consultant politique, vous êtes écrivain, professeur d'université. Ça fait plaisir de vous savoir aujourd'hui. Professeur, bonjour. Bonjour, mon cher ami Moïse. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment ici. Bonjour à l'Afrique militante. Je suis content d'être là et merci de l'invitation. Merci professeur. Nous notons que l'Afrique a un tournant décisif et un tournant très important de son histoire. Et puisque le 13 mai passé, 13 mai dernier, le Premier ministre français a fait une proposition de loi concernant l'abrogation du Code noir français en France. Dites-nous vos premières impressions sur cette proposition du Premier ministre français. D'abord, ce qui m'a étonné, c'est son étonnement à lui-même, lui, Premier ministre, pourtant, qui s'étonnait du fait que le Code noir n'avait jamais été aboli ou abrogé dans son propre pays. Et vraiment, il s'en étonnait d'une façon un peu, je m'excuse beaucoup du mot, mais d'une façon un peu enfantine. Je vous dis l'impression. Comment c'est possible que cet homme-là, quand même, qui est un homme instruit, pouvait avoir une attitude pareille envers quelque chose, envers ce qui se trouve être le mal absolu, sur lequel la France est malheureusement assis. Donc on voit bien que moi, ça m'a choqué du fait qu'il ait dit ça. Pourquoi je dis? Parce que j'ai un livre ici, voilà, qui s'appelle, voilà le titre du livre, Le Code noir ou le calvaire du Cana. Et l'auteur de ce livre s'appelle Louis Salah Molins. Et on a dit que le livre il est sorti en 1987. Ça fait quand même quelque temps. Et le livre avait fait parler de lui. Et on a dit qu'il avait exhumé ce fameux code noir, donc c'était venu d'actualité. Et c'était l'occasion que devait saisir justement le gouvernement français pour abroger ce code noir. Donc, en fait, moi, pour dire qu'ils le savaient. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'en savaient pas, qu'ils ne savaient pas que le code noir n'était pas du tout abrogé et qu'il fallait maintenant, parce qu'il y a des parlementaires d'origine caraïbéenne qui demandent que l'on puisse abroger, maintenant leur dit écoutez, on va le faire. Pour moi, c'est un scandale. Et c'est un scandale de plus. Pas déjà que le code noir est un scandale, mais venir dire devant tout le monde, devant l'Assemblée, devant toute la France, devant tous les Africains, devant tous les Noirs de partout qui ne savaient pas, lui, Premier ministre, pour moi, c'était un scandale. Alors maintenant, par rapport au fond du problème, bon, du coup, je crois que l'attitude du Premier ministre montre très très bien ce qui s'est passé, en fait, le travail qui a été fait de pouvoir d'oublier cela, le travail d'oubli par rapport au crime. Donc c'est là le grand problème. Alors, la grande question qui se pose maintenant, pourquoi c'est maintenant que cette proposition vient et quel est l'essence donc de cette proposition? Ben donc, disons, la proposition vient maintenant, comme j'ai dit, elle est venue des parlementaires ce qu'ils appellent d'outre-mer, qui se sont rendus compte que le code noir n'était pas abrogé parce qu'on parle tout le temps de l'abrogation de l'esclavage et ils se sont rendus compte que ce qui était à la base de cet esclavage, ce qu'il a légitimé, ce qu'il a légitimé, excusez-moi, n'a jamais été abrogé. Donc en réalité,
mais l'esclavage même n'a pas été abrogé parce que son instrument juridique est toujours là. Donc, c'est celui qui veut bien s'amuser avec l'esclavage, il peut parce que l'instrument juridique est là. Donc, juste ça vient maintenant parce que ces gens se sont rendus compte, nos parlementaires là, que ce n'était pas normal cela. Et ils sont allés faire avec cette proposition-là maintenant pour demander qu'on puisse, que la France puisse abroger. Il faut savoir que devant le Parlement français, c'est tout justement la statue de celui qui a, euh, qui a rédigé le Code noir, M. Colbert. Les Africains, je crois, il y a 4 ans, avaient exigé qu'on enlève la statue de M. Colbert. On ne l'a jamais enlevée. Donc, quand ils viennent dire aujourd'hui qu'ils ne savaient pas, c'est faux. Ils le savent très bien. Alors, Donc, pour moi, la question. À qui profite Oui, donc cette proposition de loi faite par le Premier ministre français? mais qui va profiter? Je n'ai pas bien compris la question. Je n'ai pas compris la question. À qui profite, puisque c'est maintenant qu'ils font cette proposition et que nous sommes tous étonnés donc de cette proposition. Maintenant, est-ce que ça profite aux Africains en France, à toute la communauté noire ou carrément, puisque à ma connaissance, l'esclavage a été aboli depuis, disons, 1884, si je ne me trompe. Oui, l'esclavage est aboli, disons, depuis la première, disons, en Angleterre, c'est depuis 1700, je crois, 89, si je ne me trompe pas. Et puis en France, c'est en 1844 qu'ils ont aboli, soi-disant. Mais ils n'ont jamais aboli en réalité parce que l'esclavage aboli à ce moment-là, mais après, en 1884-85, ils ont repris l'esclavage en Afrique. Donc, pour moi, ça n'a pas été aboli. C'est à cause de cela, justement, à cause du fait que les fondements même, le mal, le virus, je pourrais ainsi dire, qui a amené ce mal, n'a jamais été attaqué. Parce que si quelqu'un est malade, il souffre d'une maladie et qu'on arrive à déterminer que voilà l'origine de la maladie, c'était le virus. Si on veut que la personne guérisse, c'est ce virus qu'il faut s'attaquer. C'est le virus qu'il faut d'abord qu'il faut éradiquer. À ce moment-là, la personne sera rétablie, sera sauvée. Mais si le virus n'est pas attaqué et que vous dites à la personne, bon, écoutez, on vous donne quelques vitamines, ça c'est bon, maintenant, relevez-vous, allez vous promener, il va aller se promener, mais il va tomber là-bas en cours de route. Et c'est ce qui arrive avec l'Afrique. Regardez, est-ce que l'Afrique aujourd'hui, elle est libre? Est-ce que l'Afrique, elle est indépendante? Bien sûr que non. Parce que c'est ce qui a amené cette situation reste intact dans le Code noir. Et le christianisme qui est là dans le fond du Code noir. Parce que le Code noir, je crois que c'est ça qu'il faudra en parler. C'est quoi ce Code noir-là? Quand on parle de Code noir, c'est quoi? C'est un code qui établit que le noir, c'est-à-dire une personne dont la peau a une couleur noire, n'est pas une personne. C'est ça le Code noir. C'est donc c'est établi ainsi que la personne que tu vois là, qui normalement est une personne, on peut le voir, il a des pieds, il a des oreilles, il a des yeux, il a tout ça, il parle, etc. Mais parce que sa peau a une couleur qui n'est pas la tienne, qui a une couleur noire, donc ce n'est pas une personne. Ce n'est même pas un bien, c'est rien du tout. Tu en fais ce que tu veux. Voilà. Donc, le problème, c'est ça. C'est ça qu'on appelle c'est ça le Code noir. Donc, alors, ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, le gouvernement français considère les Noirs comme n'étant pas des humains. Malgré qu'il y a des Noirs en France, mais qu'il y a des Noirs dans ce qu'ils appellent les Outre-mer et tout ça, pour eux, en réalité, ils ne sont pas en face des personnes. Donc c'est là la gravité de l'affaire. C'est très, très grave. Donc, c'est pour ça que j'ai dit la question à qui ça va profiter. Mais, normalement, à qui a profité le Code noir?
À qui profite le Code noir? Le Code noir a profité à ce qu'on appelle les chrétiens européens. Moi, je préfère toujours mettre le mot chrétien, parce que c'est très important. Les chrétiens européens, ce sont eux qui sont à la base du Code noir. Du Code noir. Ce sont eux. Et le fameux le roi Louis XIV avait son premier ministre Colbert, mais eux sont les représentants du christianisme à l'époque. D'ailleurs, le Code noir, ça commence comme cela, au nom de Dieu Tout-Puissant. C'est ça le Code noir. Donc, nous sommes là dans le cœur du problème noir, si on peut dire. Et ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, les Noirs, c'est-à-dire nous-mêmes, les Africains, ne connaissent même pas ça, ne connaissent pas le Code noir, parce qu'on ne l'apprend pas à l'école, on n'en sait rien, il n'y a rien qui est dit de cela, les gens ne savent pas ce que c'est. C'est vrai que nous, aujourd'hui, comme nous prenons des avions, nous allons dans des hôtels, nous allons dans des restaurants, nous nous considérons comme tout le monde, comme tout le monde, mais nous ne nous rendons pas compte de ce que nos ancêtres, ils ont vécu, hein. Ceux qui nous ont précédés là, ceux qui ont été soumis à ces codes noirs là, ce qu'ils ont vécu. Nous n'avons aucune idée de cela et nous nous parvenons comme si de rien n'était. Donc je crois que tout Africain devrait s'indigner de ce code noir et d'abord l'avoir, les lire et s'indigner et montrer son indignation par rapport à ce code noir. C'est une véritable catastrophe, cette histoire de code noir dont on parle. C'est 60 articles. Mais quand si je dois vous lire tous les articles, là, ne fût-ce qu'un, vous allez être surpris. Je vais vous lire un article, si vous permettez. Allez-y. Le fameux article 44. Le fameux article, et puis je lirai l'article 1, le fameux article 44. Il est dit, voilà. Donc, c'est le code noir, pour ceux qui ne l'ont jamais lu, voilà, donc il est vous pouvez le lire dans ce livre ici qui s'appelle le code noir ou le calvaire de Canaan. Il est de Louis Salah Mollens. Alors, je vous lis l'article 44. D'abord, l'article 1. Voilà, le préambule. Le préambule. Louis, donc Louis XIV. Louis. C'est lui-même qui écrit le roi Louis XIV. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre. Vous entendez? Par la grâce de Dieu. Et moi, je voudrais m'arrêter simplement là pour se comprendre de quoi il est question. C'est une affaire du christianisme qui a mis ceci en musique contre les Noirs. Alors, que dit l'article 44? Déclarons les esclaves, c'est-à-dire les Noirs, tous les Noirs étaient donc des esclaves, quand tu étais noir, parce que tu étais directement esclave. Donc, on peut dire, par mot esclave, on peut dire noir, c'est la même chose. Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer en la communauté, c'est-à-dire dans la communauté humaine, n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les co-héritiers sans préciput ni droit d'aînesse, ni être sujet aux doueurs coutumiers, aux retraits féodal et lignagiers, aux droits féodaux et seigneuraux, aux formalités des décrets, ni au retranchement de 4-15 en cas de disposition à cause de mort ou testamentaire. Donc, voilà donc c'est un des articles de ce code qui établit que le noir n'existe pas, ce n'est pas une personne. Et vous pouvez lire tous les autres. Donc, c'est que quand quelqu'un vient dire ici qu'il ne savait pas que c'était non, écoutez, hein, on ne peut pas s'amuser
avec, à cette époque-là, maintenant, et avec ses responsabilités, est venu nous dire qu'il ne savait pas. Non, il savait. Alors, professeur, en Il faisant savait. l'abrogation, pour le moment c'est une proposition, mais lorsque par exemple l'abolition sera actée, est-ce que cette abolition sera accompagnée avec des réparations pour des justices causées de par le passé? Ça doit être ça. Ça doit être ça. Parce que quand cela va être fait, effectivement, il faudra, nous devons aller de l'avant. Pour aller de l'avant, il faut réparer. Donc, il faudrait qu'il y ait vraiment des réparations. Et parmi les réparations, c'est de remettre ce code noir dans le programme de l'enseignement aux jeunes. Il faut enseigner aux jeunes ce qui a été fait. On ne peut pas cacher ça et ne rien dire, ni de l'esclavage, ni de code noir, ni de la colonisation, ni de rien, ne pas en parler. Ça doit être le blockout total. Non, non. Parmi les réparations, il y a d'abord donc remettre cela, réparer envers tous ceux qui ont été victimes de cela, de ce code noir dont tous nos ancêtres. Parce que nous avons tous été ainsi réduits au rang des meubles, donc au rang de rien du tout. Vous savez, mais les gens, même pour se marier, en Guadeloupe, là, et les Européens, pour marier leurs enfants, leurs fils, ben, ou leurs filles, les filles qui devaient marier, parce que c'est cela, ce sont les filles qui payent la dot. On payait la dot en noir. Donc, tu prends donc moi, je te donne par exemple 5 noirs, ça équivaut à autant. Ça veut dire autant pour avoir ta fille. Bon, moi, je te donne autant de noirs. Donc, c'était comme des pièces d'échange, de la monnaie. C'est grave. De la Alors, monnaie. professeur, quelle disposition prendre du côté de l'Afrique pour, en cas d'abolition du code noir français en France? Oui, malheureusement, nous ne pouvons rien attendre. Mais je crois comme l'Union africaine, ils ont dit qu'ils vont demander des réparations pour la colonisation, pour l'esclavage. Mais maintenant, il faudra en profiter. Il faudra aussi qu'il y ait ça. Qu'il puisse maintenant qu'il y ait une prise de position claire et ferme de l'Union africaine, spécialement envers la France, mais également l'espace. Il y a aussi un code noir espagnol, également même un code noir américain. Il y en a 3 dans le code noir. Mais mais c'est parti du code noir français, et puis ils en ont fait un en Espagne, puis ils en ont encore fait un évidemment aux États-Unis. Mais il faudra, nous devons remettre cela à plat, parce qu'il faut terminer cette affaire. On ne va pas terminer ça autrement qu'en parlant. Donc, il faudra que l'Union africaine se saisisse de l'affaire et qu'il puisse établir maintenant un cahier de charges pour des demandes explicites qui doivent être faites à la France et à l'Église catholique, qui est c'est elle qui est à la base de tout ça. Donc, on ne peut pas laisser. Je sais que quand il y a eu le nouveau pape, le nouveau pape qui a été nommé ou installé là, les Africains se sont réjouis, croient que c'est quelque chose qui va leur apporter du bien, mais doivent savoir que le malheur de l'Afrique, ça vient de la papauté là. Hein. C'est cette papauté là qui est le malheur de l'Afrique. Donc, nous ne pouvons pas laisser cela de côté. Les papes là, ils doivent répondre à tout ce qu'ils ont fait aussi contre l'Afrique. Donc ça ne doit pas s'arrêter ici. Donc il faudra que l'Union africaine se saisisse de cela et qu'il y ait un cahier de charges explicite des demandes à charge de la France. Parce que nous ne pouvons pas continuer à laisser les Africains, parce qu'ils continuent à nous piétiner, parce que justement, il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui est établi. Tout est fait comme derrière. On passe son chemin, il n'y a rien à dire. Non, non. Ici, c'est pas qu'il y a beaucoup de choses à dire et on doit les dire. Donc, c'est quand moi je demande cela, que l'Union africaine se saisisse comme ils l'ont dit, qu'ils vont maintenant demander des réparations. Parmi les réparations, il y a celle-ci. Il y a ce qui se passe maintenant avec le code noir là. Il faut l'exhumer effectivement et demander réparation à la France
pour toutes. Et donc, ça serait vraiment l'occasion de demander à la France de dégager totalement de l'Afrique avec ces bases militaires qui viennent nous importuner là, ils viennent euh, mettre les bases militaires qui nous assassinent. Il doit enlever tout ça. Donc nous ne devons plus avoir de présence militaire française en Afrique ou de présence quelconque de la France, de présence coloniale française. Ça doit s'arrêter. Donc nous devons vraiment exiger ça. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ça fait plaisir d'avoir votre réaction à chaud sur FM Liberté, radio de la diaspora africaine et sur Afro-Web TV. Professeur, dites-nous, quelle est votre conclusion? Que conclure rapidement par rapport à l'abrogation du Code noir français en France, puisque nous vous recevrons dans les jours à venir dans un débat digne de ce nom pour discuter avec d'autres intellectuels? Tout à fait. Donc, faudrait que cela se fasse rapidement. Mais la France ne doit plus tergiverser, comme l'a dit le Premier ministre là, français, que tout le monde devra voter, mais il faudra que ça se fasse vite. Et nous demandons que la France puisse s'assumer et qu'elle puisse désormais se préparer à payer les dommages et intérêts aux Africains pour tout le mal que la France leur a fait avec ce code noir qu'il leur a imposé. Ça sera ma conclusion. Merci, professeur Pinimpini. Je rappelle que vous êtes l'un de nos panélistes, l'un de nos consultants sur Afro-Web TV et sur Radio FM Liberté, radio de la diaspora africaine. Ça fait plaisir de vous avoir pour cet entretien exclusif disponible sur notre chaîne YouTube et sur toutes nos plateformes. Moïse Agbéignan, c'était moi. Je vous retrouve pour un autre numéro de notre émission, sinon pour des entretiens exclusifs sur la même antenne avec le même plaisir.